Bonjour à tous, c'est l'heure de 20 ans 2022, l'émission de Public Sénat qui donne la parole aux jeunes, qui répond à vos questions, s'intéresse à vos initiatives. Chaque semaine, on parle des sujets qui concernent en particulier la jeunesse, mais qui nous intéressent tous. Aujourd'hui, on va parler de l'Europe, alors que 2022 a été consacré, ça vous a peut-être échappé, année européenne de la jeunesse. Les jeunes, cette génération qui a beaucoup souffert de la pandémie de Covid, et l'Europe, eh bien, a longtemps lui donné aujourd'hui aussi ambition et perspective. C'est un vaste programme. Alors pour parler de l'Europe concrète, mais aussi des valeurs européennes et aussi de tout ce qui coince en Europe, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux étudiantes. Valentine Alençon, bonjour. Bonjour. Vous avez 19 ans. Vous étudiez à Lille, vous êtes en classe préparatoire pour rentrer en école d'ingénieur et vous êtes lauréate du prix Hippocrène 2022, c'est le prix de l'éducation à l'Europe. Pour quel projet, juste en deux mots? Donc c'était pour conceptualiser une ville intelligente qui répondrait aux enjeux actuels. Et vous allez pouvoir nous en parler pendant cette émission. À côté de vous, Fleur Sagnal, bonjour. Bonjour Sam. Vous avez 26 ans, vous vous sentez, vous, d'abord européenne. Vous allez nous dire pourquoi, vous allez nous parler de votre parcours dans de nombreux pays européens. Vous avez étudié, vous avez travaillé, vous avez fait des études de psychologie et puis vous attendez actuellement les résultats pour entamer des études de médecine. Face à vous, Christophe Préau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction de touteleurope.eu. Et enfin, avec nous sur ce plateau, Vincent Couronne. Bonjour. Bonjour, vous êtes enseignant et chercheur à l'université Paris-Saclay. On vous connaît bien à Public Sénat puisque vous êtes à l'origine des Surligneurs. Les Surligneurs, c'est ce média en ligne qui fait du legal checking pour rendre accessible la culture juridique à tous. Et d'ailleurs, dans ce cadre, eh bien, vous avez aussi cherché à démonter les idées reçues sur l'Europe dans le podcast Objection Votre Europe. Alors, qui dit Europe dit, eh bien, d'abord, bien sûr, Erasmus, ce programme à tout jamais associé aux colocataires européens de l'auberge espagnole. Ce film qui, en 2002, avait fait beaucoup pour populariser ce programme d'échange universitaire européen. Alors aujourd'hui, en 2022, Erasmus+, c'est un programme qui concerne les étudiants, mais aussi les apprentis. Reportage dans une boulangerie du Havre où deux jeunes apprentis finlandaises découvrent le savoir-faire français. Cécile Sixou. Chaque matin, Maria et Nora ont leur petit rituel. Great. Give me 5. Depuis 2 mois, ces deux Finlandaises de 20 et 25 ans sont apprenties dans une boulangerie du Havre. Grâce au programme Erasmus, elles ont pu venir apprendre les techniques pour faire du pain, des viennoiseries, mais aussi pour découvrir les secrets de la pâtisserie à la française. Alors, je vous ai préparé des cornets, un modèle. Vous allez refaire les modèles que je vous ai faits. Vous voulez apprendre ici parce que le niveau est supérieur en boulangerie-pâtisserie. Chez nous, en Finlande, on fait des choses beaucoup plus basiques et tous les produits se ressemblent. C'est la 2e fois que Laurent Bidot accueille des Finlandaises. Si cela lui demande du temps pour les former, leur présence crée une vraie émulation au sein de son équipe et notamment auprès de ses apprentis. Ça les booste un petit peu parce qu'ils disent tiens, elles veulent apprendre. Si elles ont fait ce trajet-là, c'est pas pour revenir en vacances. C'est aussi pour découvrir plein de choses. Et du coup, ça les rebooste et ça fait émulation. Et pousse aussi les miens du coup, donc c'est du gagnant-gagnant. L'autre apprentissage, c'est celui de la langue et Laurent Bidot a une manière bien à lui de se faire comprendre. Alors on fait beaucoup de bruitage, si on veut un petit peu se faire comprendre des fois. Mais si ça devient un peu trop technique, j'ai le relais de mes apprentis qui m'aident bien. Et eux parlent anglais beaucoup mieux que moi. Et en général, ça se passe bien. Nora et Maria rentreront chez elles avec un peu de vocabulaire français. J'aime la France et bonne journée et tout. À bientôt. Mais aussi enrichies par la culture française. Sur leur jour de congé, elles ont pu visiter la ville et la région du Havre et même Paris. Voilà, le programme Erasmus, c'est un programme qui crée de l'émulation et qui stimule tout le monde. Valentine, Erasmus, c'est un projet qui vous tente. Vous n'en êtes pas encore là tout à fait dans votre scolarité, mais c'est prévu pour vous? Oui, j'aimerais beaucoup partir à l'étranger. J'ai eu l'occasion l'année prochaine de partir à Greenwich, faire une année en classe préparatoire, ma 2e année, mais c'est pas dans le cadre d'Erasmus. Mais je pense que c'est essentiel, surtout dans le monde qui évolue, de développer des compétences linguistiques, notamment l'anglais, pour communiquer avec les autres et collaborer avec d'autres pays. Et puis aussi s'ouvrir aux autres cultures. Et acquérir des compétences socio-émotionnelles pour collaborer, lier des liens avec les autres pays. Ouais, vivre
concrètement l'Europe. C'est important pour se sentir européen. Exactement. Oui, Fleur, vous avez passé votre bac en Autriche, vous avez passé aussi du temps en Angleterre, vous parlez plusieurs langues. C'est important pour vous aujourd'hui d'avoir un parcours européen ? Oui, je pense que déjà c'est très valorisé par les entreprises. Donc il y a une urgence en termes de professionnels, en fait, même une pression souvent à partir. Et puis même, en fait, je pense que l'amitié, c'est une très belle manière de faire l'expérience de la différence. Après, l'Europe, c'est pas seulement une organisation identitaire, mais c'est aussi un projet politique. Oui, on va en parler de ce projet politique, mais peut-être sur cette Europe concrète, est-ce que vous pensez que, du coup, ce que vous dites, le fait de vous sentir vraiment européenne, ça émane aussi de toute cette expérience un peu internationale que vous avez eue ? Racontez-nous un petit peu. Oui, je pense que systématiquement, pour moi, c'est passé par l'amitié, en fait. Et je pense personnellement, je ne peux pas dissocier ça de la personne que je suis devenue. Et je pense que c'est tout le but de ces voyages, en fait. C'est de toucher, en fait, les gens au cœur de leur identité et de l'enrichir. Vous avez passé votre bac en Autriche, notamment, et vous avez aussi vécu en Angleterre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, par contre, j'ai bien passé le baccalauréat français au lycée français de Vienne. Mais au lycée, il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Afrique, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient aussi. Et oui, je suis très reconnaissante d'avoir eu cette expérience-là. Alors Vincent Couronne, Erasmus, aujourd'hui, c'est un peu le programme symbole de l'Europe. Il a été, je le rappelais, popularisé par le cinéma, qui a aussi beaucoup facilité les études à l'étranger. Pour vous, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui dans l'identité européenne ? C'est un élément important, oui, parce que vous avez rappelé le film Auberge espagnole, qui fait partie maintenant un petit peu du patrimoine cinématographique, en tout cas, pas qu'en France d'ailleurs, parce qu'il a du succès aussi un petit peu ailleurs en Europe. Puis il y avait des acteurs de tous les pays, exactement. On se rappelle, dans ce tout à fait. Mais quand on a un programme qui a fait participer des millions de jeunes depuis 1987, on parle aussi du million de bébés Erasmus. Alors c'est un chiffre de la Commission européenne qui tendrait à être un peu vérifié, mais dans les grandes... L'amitié et l'amour, données, donc. Oui, l'amitié et l'amour, même, voilà, exactement. Forcément, ça crée des choses, et pas que des bébés. On a quand même aujourd'hui, quand on voit un petit peu les sondages Eurobaromètre d'Eurostat, que les 15-24 ans sont systématiquement dans les pays de l'Union européenne plus attachés à l'Union européenne que leurs aînés. On voit également que lors des élections européennes en 2019, il y a eu un bond dans la participation des jeunes, plus 14%. Ça a été la plus forte progression par rapport à l'élection. C'est pas forcément ce qu'on a retenu, parce qu'on a beaucoup retenu qu'il y a peu de participation, généralement pour les élections europééennes. Mais là, vous nous dites, les jeunes, ils se sont quand même intéressés à cette élection. Il y en a peu, relativement quand même. C'est 42%, c'est toujours trop peu, bien évidemment, mais 14% de plus par rapport à l'élection précédente. Et puis aussi, il faut dire, des partis politiques comme le Rassemblement national, comme la France insoumise, qui ont longtemps été sur une position en faveur d'une sortie de l'Union européenne et qui ne le sont plus aujourd'hui parce que tout simplement, leur électorat, en grande partie, ce sont les jeunes. Oui. Et donc, ils ne peuvent pas promettre une sortie de l'Union européenne à leur électorat qui est quand même très majoritairement pro-européen. Oui. C'est pas électoraliste, c'est pas populaire. Christophe Priault, Erasmus, on peut en revenir à là, c'est quand même une des grandes success stories de l'Europe. Oui, je pense qu'on peut incontestablement le dire. D'abord, par les études d'opinion, effectivement, c'est, je pense, le programme le connu et reconnu par les citoyens, qu'ils soient français ou européens, par le nombre aussi de jeunes et moins jeunes qui ont profité de cette mobilité, puisque un peu plus de 12 millions en ont profité, dont 1 million de Français. Mais c'est un programme qui est aussi très boosté depuis une dizaine ou une douzaine d'années, où vraiment depuis 2009-2010, là, les chiffres ont un peu plus explosé, y compris le budget européen. Là, on a je ne vais pas dire une unanimité, mais une totale adhésion des États membres, puisque le budget européen pour la prochaine programmation, on n'emploie pas de terme trop technique, mais pour 2021-2027, pour le budget, a quasiment doublé. Ça veut dire que aussi, pour l'Union européenne, c'est une priorité de pouvoir donner aux jeunes et aux moins jeunes, je le redirai aussi tout à l'heure, la capacité et la possibilité de pouvoir aller se confronter à une autre culture, aller se confronter aussi à d'autres métiers. C'était très intéressant
votre petit reportage, parce qu'effectivement, on a aussi dans l'idée que Erasmus, ce sont les études supérieures. Oui. Alors que ça a commencé par là. Ce n'est plus ça, mais ce n'est pas que ça. Voilà. Et ils sont des apprentis, ce sont des stagiaires, c'est des chercheurs d'emploi. Donc, et l'Union européenne veut justement favoriser ce partage. Et peut-être on y reviendra tout à l'heure, mais Fleur le disait, sur l'employabilité, les statistiques sont alors là incontestables sur ce sujet-là. On va en parler. C'est-à-dire qu'effectivement, la mobilité montre la capacité à mieux trouver un emploi après. On va parler un peu de statistiques justement, puisque on le disait, donc Erasmus est un programme qui fête cette année ses 35 ans. Depuis 1987, on va essayer de voir un petit peu combien d'Européens ont pu étudier ailleurs pendant leur scolarité grâce à Erasmus. Quel est le bilan de ce programme phare? Et pour ça, on va accueillir Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Tam. Alors on va parler de quelques chiffres justement. 35 ans après, quel est le bilan de ce programme Erasmus? Alors Tam, je n'ai pas les statistiques sur les bébés Erasmus, mais en tout cas, je peux vous dire que depuis... 1 million, on nous a dit. Voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire que depuis 1987, eh bien, effectivement, plus de 10 millions de personnes ont pu réaliser ce programme Erasmus, dont la vocation à l'origine était de faciliter la mobilité des étudiants en créant ces partenariats pédagogiques, administratifs entre toutes les universités européennes. Depuis 2014, Erasmus a élargi ses objectifs, c'est devenu Erasmus+, et le programme rassemble désormais 33 pays, dont les 27 membres de l'Union européenne, et puis l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Serbie, la Turquie, la Macédoine du Nord, et même 168 pays partenaires du monde entier. Alors ce programme, eh bien, il plaît beaucoup, il a beaucoup de succès auprès des Français. La France est le pays qui envoie le plus d'étudiants dans ces échanges. En 2017, les Français considéraient qu'Erasmus était la plus grande réussite concrète de l'Union européenne devant la politique agricole commune et devant l'euro. Et quand on regarde les destinations préférées des Français, il y a en premier lieu l'Espagne. Alors c'est peut-être dû au film L'Auberge espagnole, avec entre 2014 et 2020 plus de 71 000 mobilités réalisées. Et puis le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Irlande et en 5e position l'Italie. Et comment ce programme européen est perçu par les Européens qui ont participé ? Alors, la Commission européenne a réalisé des études d'opinion auprès de ces diplômés Erasmus et il en ressort par exemple que 70% d'entre eux estiment qu'ils ont pu mieux s'orienter dans leur projet professionnel. 80% déclarent avoir trouvé un emploi en moins de 3 mois après ce programme. 90% estiment que cette expérience, elle leur est utile au quotidien dans leur travail. Et puis 90% également ont même le sentiment d'avoir créé une identité européenne. Donc, il y a une utilité pédagogique, professionnelle et même avec la création d'une conscience européenne. Donc voilà, Erasmus a tout bon, on est en train de tresser des lauriers à ce programme. J'imagine qu'il y a quand même des limites, il y a quand même des choses à améliorer. Ah bah oui, il y a quelques limites. Hein. Tout d'abord, eh bien, ce programme, il ne touche qu'une minorité d'étudiants en Europe. En moyenne, sur une année dans un pays européen, eh bien, seulement 5% de tous les étudiants diplômés du pays ont pu participer à un programme Erasmus. Alors, les observateurs de ce programme estiment qu'il y a plusieurs freins à la mobilité des étudiants. D'abord, des freins économiques. Malgré les aides, quand on a des difficultés financières, ça peut être compliqué de s'en sortir dans un pays étranger et même d'avoir un petit job étudiant dans un autre pays. La difficulté également touche le logement, pour quitter son logement en France et puis trouver un autre logement à l'étranger. Et puis il y a aussi quelques freins psychosociaux. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde de quitter son pays, ses proches, et donc peut-être qu'on peut un peu renforcer l'accompagnement de ces étudiants, de ces citoyens. Donc voilà, il y a des marges de progression pour Erasmus. Des marges de progression. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces informations, toutes ces explications. Fleur, vous n'avez pas fait d'Erasmus, mais vous avez raconté, il y a pas mal de gens dans votre entourage qui en ont fait un, et effectivement, c'est pas donné à tout le monde, d'abord pour des raisons économiques, c'est pas si facile de faire un Erasmus, et on le voit, seulement 5%, c'est pas beaucoup de personnes. Non, effectivement, et puis je pense qu'il y a aussi les personnes qui partent, souvent, ont une famille qui est stable, ont des bonnes notes, ne craignent pas pour leur cursus universitaire. Parce qu'on sait bien, j'en parle avec des personnes de ma classe, que partir en Erasmus, ça peut avoir un impact sur les résultats universitaires. Ah oui, on craint ça, que ce parfois, soit ? Oui, parfois on craint ça. Et puis même certains professeurs déconseillent de partir, par exemple, à certains moments du cursus, parce que ça pourrait, notamment maintenant avec les masters qui deviennent très compétitifs, c'est une question qui se pose. Ah oui. Christophe Préau, mais vous le disiez, Erasmus aujourd'hui, c'est pas seulement cet échange universitaire. On a vu donc des apprentis dans le reportage. Ça peut être des demandeurs d'emploi, ça peut être des entrepreneurs. C'est devenu beaucoup plus large. Quelle a été la réflexion de l'Europe quand ils ont décidé de faire ça ?
Oui, beaucoup plus large, mais toujours pour les mêmes. Je pense qu'il y a aussi la volonté de surfer sur cette réussite, parce qu'il y a un projet commun. De favoriser aussi l'idée d'identité et d'appartenance européenne, parce qu'on parle toujours des prochaines générations, donc là, c'était cette idée-là. Et puis aussi de pouvoir faire en sorte que ce programme ne soit pas simplement élitiste et qu'il puisse toucher tout le monde au maximum. Et d'ailleurs, la Commission européenne vient de lancer un nouveau programme pour la prochaine programmation qui s'appelle ALMA. Alors, je vous passe l'acronyme anglais, mais qui sera justement dédié. Alors, c'est pas de l'Erasmus, c'est un autre fonds, mais qui sera justement dédié à toutes ces populations qui sont un peu en marge justement des cursus scolaires classiques ou en marge de l'emploi, peut-être pas de formation et qui aujourd'hui cherchent un emploi. Et ça va être difficile, je pense, d'aller raccrocher et chercher cette population-là, mais l'idée est aussi celle-ci. Donc il y a toujours cette volonté justement de favoriser la mobilité et d'élargir. Voilà, je trouve que c'est super que quelqu'un qui soit à Pôle emploi aujourd'hui peut se profiter à un moment d'une mobilité, se confronter à une autre culture, peut-être apprendre une langue. Oui, ça peut être très enrichissant, on l'a vu dans un parcours professionnel. Souvent, d'ailleurs, beaucoup trouvent un emploi à la suite de cette expérience, quoi. Donc, la Commission européenne vraiment favorise. Je le disais tout à l'heure, le budget a quasiment doublé. Et il était question à un moment qu'il triple. Voilà, donc je pense qu'il le sera un jour. D'autres priorités, notamment de défense, sont venues amputer ce budget, mais il n'y a pas de problématique. Effectivement, avec notamment le contexte de la guerre en Ukraine. On va tout de suite commencer les visios et aller voir Béatrice Engrand. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Agence du service civique qui s'occupe au niveau de la France du programme Erasmus+, Jeunesse et Sport. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer, vous, quelle est votre action aujourd'hui ? Donc, l'Agence du service civique, c'est l'opérateur de l'État qui développe le service civique, un programme national qui permet à des jeunes de s'engager en France, mais aussi à l'international et en Europe. Et cette Agence nationale du service civique héberge l'Agence Erasmus+, Jeunesse et Sport, qui développe 2 programmes d'importance. Le programme Erasmus+, Jeunesse et le Corps européen de solidarité. Donc, vous avez bien dit tout à l'heure, Erasmus a plusieurs volets, Erasmus+, on l'appelle maintenant, et il existe aussi un volet d'éducation non formelle, c'est-à-dire la possibilité pour des jeunes, des acteurs de jeunesse, des services jeunesse, des collectivités territoriales, de se rencontrer, de partager des pratiques. Et c'est ce que permettent ces fonds du programme Erasmus+, Jeunesse. Vient s'ajouter le Corps européen de solidarité, qui est un volontariat qui s'appelait autrefois le service volontaire européen, maintenant Corps européen de solidarité, qui permet à des jeunes, individuellement ou en groupe, entre 2 mois à 12 mois, d'exercer des missions d'intérêt général ensemble, entre Européens, en France ou dans d'autres pays d'Europe. Et l'objectif visé, c'est vraiment d'aller chercher tous ces publics qui ne sont pas pris en compte par le programme dédié aux étudiants ou aux apprentis ou même aux enseignants. C'est de permettre à des jeunes de faire vivre leur sentiment d'appartenance, même d'acquérir un sentiment d'appartenance hors des salles de classe, c'est-à-dire hors de la formation. Et l'intérêt vraiment de ces 2 fonds, Erasmus+, Jeunesse et le Corps européen de solidarité, c'est qu'il peut être fait à tout moment et qui permet d'aller chercher les jeunes les plus éloignés, dont on sait que le programme pour les étudiants, par définition, mais aussi le programme ex-Leonardo ne peut pas toucher. Et en fait, les études montrent que grâce au Corps européen de solidarité et à Erasmus+, Jeunesse, c'est quasiment la moitié des publics qui sont des jeunes éloignés et qui, grâce à ces programmes, vont raccrocher parce qu'ils vont réussir à faire quelque chose dont ils ne se sentaient pas capables initialement, c'est-à-dire sortir de chez eux. Et ça, c'est absolument essentiel. Ils vont évidemment aussi acquérir des compétences linguistiques. Oui. Souvent, ils vont prendre conscience qu'ils sont français parce qu'en allant à l'étranger, on va leur renvoyer cette image qu'ils sont français. Donc, c'est aussi une expérience identitaire au sens positif, à la fois sentiment d'enracinement à son propre pays et bien sûr prise de conscience que nous sommes connectés en Europe à un espace plus large qui est l'espace européen. Donc on voit les bénéfices sont immenses. Béatrice Engrand, on sort quand même d'une période qui a beaucoup impacté tout le monde, qui a notamment impacté la jeunesse, celle de la Covid. Quel en a été l'impact sur les programmes dont vous vous occupez ? Est-ce que il y a une mise à l'arrêt, une mise entre parenthèses ? Comment ça repart aujourd'hui ?
Depuis 2 ans, donc évidemment, notre agence n'a cessé de s'adapter pour permettre aux jeunes Européens de venir en France et aux jeunes Français de partir en Europe. Pour ce qui est des mobilités individuelles, elles ont pu être maintenues. On a fait à chaque fois du cas par cas avec le soutien du Quai d'Orsay et d'autres partenaires. Ce qui a été fortement impacté, c'est ce qu'on appelle les échanges de jeunes, entre 13 ans et 30 ans, donc les mobilités collectives. Pour autant, elles repartent très bien maintenant depuis quelques mois. Et ce qu'on observe, c'est que nous n'avons jamais eu autant de demandes. C'est comme si l'impossibilité de se déplacer pendant presque 2 ans a renforcé le désir. Et je crois que il faut vraiment se réjouir que les moyens du programme Erasmus+ aient quasiment doublé, parce qu'on a une forte demande, et dans tous les publics, y compris ceux auxquels on ne s'attend pas pour le programme Erasmus. Donc, il faut absolument répondre à la demande. Pour ça, on a besoin de partenaires, notamment les associations, qui elles aussi ont été un peu fragilisées pendant la crise. Donc, il faut les soutenir pour qu'elles puissent continuer à accompagner ces jeunes et à organiser les mobilités. Donc, pas de baisse de la demande et une contrariété dans la construction de projets, mais cela est maintenant quasiment derrière nous. Une toute dernière question très rapidement. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ces programmes sont suffisamment connus, suffisamment accessibles des jeunes? Parce que là, on en parle sur ce plateau, mais je pense que tous les jeunes ne le savent pas, loin de là. Erasmus est une marque, donc je ne me fais pas de soucis pour la notoriété de cette marque. Ce qui est plus difficile, c'est que derrière cette marque, il y a différents volets, et c'est ça qu'il est parfois compliqué d'expliquer. Concernant le corps européen de solidarité, on a de toute façon plus de demandes que de moyens. Donc, il est sans doute insuffisamment connu. Pour autant, on a du mal à suivre du point de vue des moyens. Il faudrait vraiment le renforcer. Il n'a pas été bénéficiaire de cette forte augmentation dont on a parlé tout à l'heure. Mais évidemment, la question de l'information qui doit arriver de manière précise et compréhensible et accessible chez les jeunes, elle se pose, et c'est pour ça qu'on a besoin de bénéficiaires qui vont être les ambassadeurs de ce programme. Et en fait, on constate que c'est comme ça, surtout que ça fonctionne par la communication par les pairs. Ensuite, il faut informer, bien sûr, tous les services jeunesse et autres, mais je suis assez positive sur le développement de ces programmes. Et l'essentiel, c'est vraiment d'emporter tout le monde. Laurent Godet le dit très bien dans sa pièce « L'Europe, banquet des peuples ». Il faut un récit européen. On en a tellement besoin aujourd'hui pour faire face en fait à nos ennemis. On a besoin d'être solidaires et de partager, je crois, un élan commun, un désir commun en étant tous connectés dans cette Europe. Merci beaucoup Béatrice Engrand pour toutes vos explications, pour votre participation à cette émission. Vincent Couronne, oui c'est vrai, il y a certainement besoin d'un récit européen parce que l'Europe n'est pas du tout toujours associée à des idées positives. Il y a même des idées reçues plutôt négatives, et vous dans Objection Votre Europe, c'est un peu votre idée, c'est aussi d'aller venir à l'encontre de toutes ces idées reçues. Qu'est-ce que vous rencontrez comme idées reçues par exemple ? Beaucoup, mais en réalité, c'est pas forcément les mêmes idées reçues pour tout le monde. Mais les idées reçues, je dirais, les plus répandues, c'est des idées reçues essentiellement sur les institutions, le fonctionnement de l'Union européenne. Comme quoi, l'Union européenne, ce ne sont que des institutions qui sont peuplées de technocrates, qui ne sont pas élus. Comme quoi aussi, l'Europe, c'est trop compliqué. Nous, on essaye de démonter un petit peu ces idées reçues-là. En expliquant avec pédagogie, avec des mots simples, mais également aussi des exemples qui sont parlants, pour arriver à convaincre en fait nos auditeurs que l'Europe, en fait, ce ne sont pas que ces idées reçues-là. Mais quand je disais que ça dépend de quelle population l'idée reçue n'est pas forcément la même partout, typiquement sur la question des migrations, en fonction de votre bord politique, vous allez peut-être considérer que l'Europe est une forteresse pour les migrants, ou plutôt considérer que c'est une passoire à migrants. Et ça, ces deux idées reçues-là, qui ont chacune un peu de vrai en réalité, eh bien, elles sont aussi à combattre. Valentine, est-ce que vous pensez qu'on en parle suffisamment d'Europe à l'école aujourd'hui ou dans les médias de façon positive? Quel est votre sentiment lorsque vous vous informez ou bien à travers votre scolarité? Je pense qu'on n'en parle pas peu, mais je pense qu'on en parle de façon inadaptée. Moi, je me souviens des derniers cours d'histoire géo de collège où on parlait de l'Europe, donc ça fait longtemps, mais on n'a pas beaucoup parlé depuis. D'accord, donc effectivement. Et je pense qu'on en parle de façon assez
assez strictes et pragmatiques. Et je pense que ce qu'ont besoin les jeunes aujourd'hui, c'est de cas concrets, donc concrets comme là, le concours que j'ai fait donc avec les élèves de 6e. Je pense que ça a marqué dans leur esprit un sentiment d'unité et ils ont vraiment créé des liens avec des étrangers. Et je pense que pour eux, c'est quelque chose de plus important et plus marquant que des cours théoriques sur l'Europe où on n'apprend pas forcément le sentiment d'appartenance à l'Europe. Oui, il y a besoin de concret, il y a besoin de vivre l'Europe. Christophe. Il faudrait plus de prix que celui de la Fondation Hippocrène, en fait. Oui, c'est ça. Il faudrait des concours pour tous les jeunes, pour gagner des prix liés à l'Europe. C'est sûr que ça serait vraiment positif pendant la scolarité. Christophe Préau, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité médiatique ? Est-ce que les médias parlent suffisamment, correctement de l'Europe, de façon positive ? Je pense que c'est un sujet qui peut faire peur. On se dit que ce n'est pas vendeur, par exemple. Sans doute. Après, sur ce sujet-là, la question est de savoir c'est de quelle Europe souhaite-t-on que les médias parlent. C'est-à-dire si c'est évidemment de parler des institutions, de qui est Ursula von der Leyen, qui décide quoi, que font les eurodéputés, un environnement pédagogique. Je pense qu'il manque beaucoup à l'université ou dans les lycées ou les collèges. Mais là, effectivement, les médias en parlent peu ou pas. En revanche, l'actualité nous montre ces dernières années que de l'Europe, il y en a beaucoup dans les médias. Peut-être pas des événements très positifs, que ce soit le Brexit, l'immigration, le Covid et la santé, ou aujourd'hui la guerre en Ukraine. Mais l'Europe, là, pour le coup, elle est présente. Et je pense que les médias en parlent bien et montrent aussi, à travers tous les écrits ou tous les reportages, combien l'Union européenne, elle agit pour tous les citoyens, et y compris aussi avec tous les pays du voisinage. Et c'est ces moments-là, et nous, on l'a fait sur toute l'Europe.eu, parce qu'on a un site pédagogique d'explication de l'Union européenne, de se saisir de cet événement, de ces moments d'actualité pour aussi expliquer et pourquoi, par exemple, l'Ukraine n'appartient pas à l'Union européenne et pourquoi, vraisemblablement, malgré toute l'émotion, ce sera très long avant que l'Ukraine intègre l'Union européenne. Donc il faut savoir aussi l'expliquer. Et donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, de l'Europe, on en parle. De l'Union européenne et de comment elle fonctionne et de ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, sûrement pas assez. Fleur, vous dites d'ailleurs pourquoi l'ONU c'est glamour et Bruxelles c'est vu comme un placard. Vous avez l'impression que c'est vu comme ça aujourd'hui ? On en parlait avant de passer en direct, mais d'être sur le plateau, mais apparemment il paraît que ça change, et tant mieux. Mais en fait, il me semble que l'idée, c'est une idée qui jusqu'à présent a été monopolisée par des conquérants, par Hitler. Avant lui, il y a eu Napoléon, ensuite encore il y a eu Charles Quint, il y a eu Charlemagne, et en fait on ne se reconnaît pas dans ces valeurs de conquérants, parce qu'aujourd'hui on a des valeurs démocratiques. Mais l'Europe dont nous parlons aujourd'hui, c'est pas la même. Ce n'est pas la même, parce qu'elle ne résulte pas d'une conquête, mais en fait d'un effort de communication. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu qui est politique, qui est celui de la souveraineté. C'est-à-dire que nous, déjà, notre conception française de l'État, elle ne nous aide pas forcément à accepter de nous de refondre en fait notre État et de le penser à un niveau européen. Je pense que les Allemands, par exemple, et leur fédéralisme. Donc pour vous, ça a à voir avec notre culture nationale qui est pas forcément suffisamment compatible avec l'idée européenne, peut-être l'idée plus fédéraliste européenne, c'est peut-être aussi ça le sujet ? Absolument. En fait, je pense qu'il y a déjà eu un énorme pas qui a été fait avec la monnaie commune, parce que la monnaie, c'est une prérogative régalienne dont les États sont extrêmement jaloux. Donc d'avoir fait ce pas-là, déjà, c'est monumental, mais ce ne doit être que le début pour l'union politique. Oui, mais on est quand même aujourd'hui dans une génération qui est née avec l'euro, pour qui vraiment l'Europe c'est un acquis aujourd'hui. On le disait, cette jeune génération, elle est vraiment complètement conquise par l'Europe, elle est née avec l'Europe. C'est ce qui fait à la fois sa valeur ajoutée à l'Union européenne et à l'Europe, et en même temps peut-être un peu son handicap, c'est-à-dire qu'effectivement la jeune génération, elle est née dans cette Europe, je vais dire de liberté, de libre circulation. Tu parlais de l'euro, effectivement, c'est la monnaie commune, et aujourd'hui toutes les études montrent que les citoyens ne veulent pas lâcher l'euro, et c'est pour ça que certains partis politiques, si on parle un peu d'élections, on fait machine arrière sur ce sujet-là. Donc effectivement, et donc la jeune génération, elle vit et elle n'a peut-être pas conscience de cet acquis et de ce qu'il a fallu faire pour l'obtenir et pourquoi cette Europe s'est bâtie. Détrompez-vous, on en a conscience. Très bien, super. Il faut justement continuer et avancer. Et puis c'est peut-être à nous aussi de savoir aussi en parler un peu mieux. Voilà.
Ben justement, parler d'Europe peut-être différemment, parler aux jeunes, c'est la mission que s'est donnée Quentin Deschandelier. Bonjour, vous êtes en visio avec nous, vous êtes créateur de la chaîne Twitch de vulgarisation MEP Assistant, qui a été récompensée par le prix Jean Monnet. Vous travaillez à Bruxelles. Qu'est-ce que vous faites tout simplement sur votre chaîne et puis de quoi vous êtes parti comme constat pour vous lancer dans cette chaîne Twitch? Écoutez, merci déjà de m'avoir invité. Déjà, mon objectif, c'est de rendre la politique européenne plus interactive et plus accessible aux jeunes via la plateforme Twitch. Concrètement, j'explique comment ça marche, la machine européenne, comment ça fonctionne du point de vue de quelqu'un qui est dans les tranchées à Bruxelles, parce que voilà, je suis ancien assistant parlementaire au Parlement européen, ça va faire 10 ans que je travaille à Bruxelles, et la politique européenne, c'est très différent de la politique nationale. Donc je décrypte l'actualité, j'interviewe avec ma communauté beaucoup de députés européens et d'autres professionnels de l'Europe. Donc mon objectif, c'est vraiment de faire de l'Europe quelque chose de sympa et d'intéressant à suivre. Parce qu'en fait, on n'est pas condamné à s'emmerder en fait, quand on parle d'Europe. C'est ça le truc. Je dis souvent que j'essaie de mettre un visage humain sur l'Europe pour essayer de recréer du lien avec eux. Et mon constat de base, vous avez raison, c'est une forme de décalage, puisque on a en fait deux mondes qui voudraient se parler et qui ne savent pas comment faire et ils n'y arrivent pas. D'un côté, on a une jeunesse qui a une curiosité sur l'Europe, qui sait que ça existe, qu'il y a des choses importantes qui se passent, mais c'est loin, on ne comprend pas comment ça marche, on ne comprend pas pourquoi ça marche comme ça. Et il y a du coup des a priori négatifs. On se dit que c'est une Europe qui est déconnectée du monde, qui n'est pas démocratique, qui a la solde des lobbies, ce genre de choses. Et de l'autre côté, on a des institutions européennes qui veulent se faire comprendre, mais qui n'arrivent pas à atteindre les citoyens qui, souvent, il faut le dire, servent de bouc émissaire un peu facile pour la politique nationale, puisque dès qu'il y a un problème ou quelque chose d'impopulaire, c'est la faute à l'Europe. Par contre, quand il y a quelque chose de bien qui se passe, alors là, par contre, l'Europe n'est jamais impliquée dans tout ça. Donc, moi, à mon petit niveau sur ma chaîne, j'essaie de recréer un peu un espace pour que ces deux mondes puissent se rencontrer et échanger ensemble. C'est-à-dire montrer qu'il y a des vrais gens derrière l'Europe, qu'on peut en reparler et que c'est n'est pas si compliqué que ça, l'Europe, au fond. Donc, je fais en sorte que les jeunes, notamment, ils puissent voir concrètement ceux qui font la politique européenne au quotidien, les interroger sur ce qui est fait dans leur nom, parce que les jeunes sont des citoyens et ils méritent qu'on leur rende des comptes et qu'on réponde à leurs questions et leurs inquiétudes. Et donc, je fais tout ça en français et en anglais. Du coup, j'ai une communauté un peu des 4 coins d'Europe qui discute et débat d'Europe dans une belle ambiance d'auberge espagnole numérique, j'ai envie de dire. Ah voilà, une ambiance d'Europe, d'auberge espagnole, hein, vous nous dites. C'est aussi ça, l'idée un peu de capitaliser aussi sur cette Europe concrète, cette Europe positive. Erasmus, puisque vous y faites référence un petit peu, c'est important aussi ça, pour que les jeunes s'intéressent à l'Europe et que ce ne soit pas emmerdant, comme vous le dites. Oui, c'est absolument vital d'expliquer que l'Europe, c'est pas du blabla technique obscur qui sert à rien, ou pire, qui sert à arnaquer les gens. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Faut mettre en avant comment l'Europe, elle impacte concrètement la vie quotidienne des jeunes et des gens en manière générale, pour qu'ils puissent se dire, tiens, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe peut-être à Bruxelles. Faut parler d'Erasmus, évidemment, des chargeurs universels, faut parler de sécurité des produits, de l'argent, des milliards qui sont investis dans nos régions. C'est pas les sujets qui manquent, au fond, si on les cherche un petit peu. Et on parlait d'Erasmus. Erasmus, c'est devenu un peu l'étendard des choses positives et engageantes qui peuvent sortir de l'Europe, et c'est vrai. Mais il ne suffit pas de dire Erasmus et ensuite se congratuler en disant voilà, c'est bon, on a fait le tour, on a fait Erasmus. Il faut aussi entendre derrière ce que les jeunes attendent en plus de l'Europe. Par exemple, sur l'environnement, par exemple, sur la démocratie, et montrer qu'elle est prête à bouger. C'est aujourd'hui un des débats qu'on a à Bruxelles, c'est comment on fait pour que l'Europe d'aujourd'hui évolue et réponde aux questions concrètes des citoyens et particulièrement des jeunes. Ça va être compliqué, ça va prendre du temps, faut pas se mentir. Va falloir convaincre les gouvernements nationaux parce que c'est là que réside le blocage. C'est pas à Bruxelles, faut bien s'en rendre compte. Mais voilà, faut prendre le temps, faut que les gouvernements réalisent que c'est temps pour l'Europe d'évoluer et qu'on peut plus se permettre de faire du surplace. Quentin Deschandelier. Derrière tout ça, il y a aussi... Ah, pardon, non, je suis désolée, on vous entend assez mal et du coup, je pense que c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si on peut essayer peut-être d'améliorer la connexion et que je vous reparle un petit peu après. Peut-être on va essayer de voir ça au niveau technique. On a commencé un petit peu à en parler aussi de cette idée que l'Europe, quand même, au niveau historique, s'est construite sur la paix après la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant longtemps, Christophe Préau, on a pensé que c'était un message du passé. Puis aujourd'hui, quand même, on renoue avec ce message-là. Aujourd'hui, c'est un message qui est plus que jamais d'actualité. Est-ce que vous pensez que, par exemple, le conflit européen, ça fait bien que l'Europe, aujourd'hui, paraît un échelon important pour plus de monde ?
Je pense qu'on avait peut-être un peu oublié que la guerre pouvait revenir sur le continent européen, même si bon, il y a eu aussi des conflits dans les Balkans il n'y a pas si longtemps. Donc, mais on avait sans doute oublié que la guerre pouvait revenir sur le continent. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine nous le rappelle cruellement. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel on voit, je pense, l'importance de l'Union européenne. La solidarité et l'unité, même si elle peut à un moment se fracturer quand on se pose des questions d'énergie. Et aujourd'hui, peut-être on en parlera, mais oui, je pense que la guerre en Ukraine a refait émerger ou redonné aussi, si tant est besoin, qu'il y a un nouveau souffle de l'idée de l'Union européenne et de cette solidarité. On l'a vu aussi avec le Brexit où les 27 sont restés très solidaires. Donc oui, là pour le coup, c'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'on n'a pas besoin d'une guerre peut-être pour se dire tiens, on est bien ensemble et c'est bien d'être ensemble. Mais en tout cas, oui, ça favorise, c'est clair. Vincent Couronne, vous êtes d'accord? Parce que vous avez parlé aussi du Brexit à l'instant. C'est un événement qui a été vécu comme un séisme par l'Europe. On pouvait vraiment craindre un délitement de l'Europe à la suite du départ du Royaume-Uni. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est un peu le contraire. Vous pensez que ça a eu cet effet-là? Ou pas? Oui, non, je pense clairement ça. Et puis les études d'opinion le montrent, hein, ça a eu cet effet-là. Et à la surprise générale presque. Peut-être pas à la surprise des spécialistes des questions européennes qui suivent ces questions-là depuis un moment, mais à la surprise aussi, par exemple, de Vladimir Poutine. Qui ne pensait pas que les Européens seraient aussi unis, à la surprise des Britanniques, qui ne pensaient pas que les Européens seraient aussi unis après le Brexit, et qui justement capitalisaient, ou en tout cas pariaient sur une division des Européens pour mieux négocier un traité de sortie. Puis il y a eu le sentiment aussi que ceux qui avaient prôné le Brexit avaient un peu aussi menti à leur peuple sur un certain nombre de choses au niveau du Royaume-Uni. Oui, tout à fait. C'est une litote. Ouais, évidemment. Mais il y a aussi quand même, je pense, ces dernières années, des crises en Europe qui nous frappent et qui ne sont pas spécifiques à l'Europe, parce que c'est peut-être la pandémie est une crise mondiale, hein, la question climatique est aussi une crise mondiale, mais qui montrent que c'est sur ces sujets-là que l'Union européenne a quelque chose à faire. L'élection de 2019... elle s'est aussi beaucoup jouée pour les jeunes sur la question climatique. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu un regain de participation des jeunes à ce moment-là. C'est parce qu'on voit que c'est l'échelon pertinent pour pouvoir en fait trouver des accords et avancer sur ces sujets. Quand l'Union européenne se met d'accord sur une neutralité carbone à l'horizon 2050, on a beau se dire que oui, alors on va tergiverser, on va peut-être un petit peu ou patienter un petit peu avant de faire les réformes qu'il faut pour la transition énergétique en France ou en Espagne ou en Allemagne, ben, mine de rien, il y a cet objectif européen de 2050 qui s'impose à tous et qu'il faudra de toute façon atteindre. Et donc, on voit bien que l'Europe peut jouer un rôle comme ça, moteur de construction. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que le Parlement européen, et ça, c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, hein, sur la question qu'en France, on n'a pas forcément une question de culture de l'État qui fait qu'on appréhende peut-être différemment l'Union européenne. Le Parlement européen, c'est un peu pareil. En France, on ne le reconnaît pas forcément à la hauteur de son pouvoir, mais il a un pouvoir très important. Je dirais même plus important face à l'exécutif européen que l'Assemblée nationale face au président français, au président Emmanuel Macron, par exemple. Un député européen, quand il est élu au suffrage universel direct avec un scrutin à la proportionnelle, eh bien, sa voix compte. Elle compte véritablement. Et il a un vrai pouvoir pour infléchir la politique européenne. Et ça, je pense que pour mieux parler d'Europe, ça peut faire partie des éléments pour construire aussi le récit. Il y a, je pense, une capacité, cinématographique, dramatique, hyper importante. Il y a un bon réservoir, là, je pense, de scénarios au Parlement européen pour parler de politique européenne. Ah mais justement, ça me fait penser à ce que vous nous avez dit en préparant cette émission, Quentin, sur le fait que vous avez demandé de commenter la série Parlement, cette série qui doit faire beaucoup peut-être, typiquement voilà un exemple, peut-être pour qu'on s'approprie mieux les institutions européennes par exemple. Alors, oui, tout à fait, vous avez raison, c'est un projet que je monte avec France Télévisions, c'est en train de se faire, où effectivement je vais regarder la saison 1 de Parlement et je vais la commenter, je vais essayer d'inviter des députés européens, je vais essayer d'inviter des journalistes pour qu'ils commentent avec moi et expliquer voilà, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, non, ou un peu moins vrai, parce que Parlement, je pense que c'est la première série qui se déroule uniquement et entièrement dans l'Union européenne, et
c'est un vecteur merveilleux pour parler de politique européenne et pour familiariser les gens avec des concepts, des pratiques politiques qui, comme ça a été dit précédemment, n'existent pas vraiment en France ou ne sont pas forcément, on va dire, le quotidien des gens. Donc c'est un très bon vecteur pour remettre un peu de l'Europe dans le quotidien des gens, leur permettre d'expliquer sans le faire un cours d'université, entre guillemets. C'est important, bah oui, c'est un outil de vulgarisation très utile, la série. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir été avec nous. Valentine, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est vrai, on a parlé quand même du rôle du cinéma, des séries. C'est important de populariser l'Europe aussi par ces biais-là. Hein. Ça passe l'auberge espagnole il y a une vingtaine d'années, et puis maintenant, Parlement 20 ans plus tard. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez bien, justement, de vulgariser cette notion qui est très peu abordée ou de façon très scolaire. Et je pense que ça aide certains jeunes à essayer de comprendre le monde dans lequel vit-on et à plus petite échelle l'Europe et de savoir se l'approprier aussi. C'est ça, exactement, à se l'approprier, exactement. Plus concret, plus drôle aussi. Hein. Oui. et à se dire que juste à côté de nos frontières, il y a d'autres pays et que c'est super intéressant de partager avec eux des valeurs communes, des expériences et que je pense que c'est une super chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Fleur? Oui, c'est intéressant. À 20 ans d'intervalle, pas du tout un peu la même chose, pas la même génération, mais on passe par le biais de la série, un film un peu emblématique de toute une génération quand même, l'auberge espagnole en 2002. Je parle de ma génération. Fleur? Moi, j'ai vu l'auberge espagnole. Ouais. Mais oui, je pense que Valentine a complètement raison. C'est important et en même temps, finalement, c'est le travail que tout État doit faire pour ses citoyens, c'est-à-dire le corps politique existe, les institutions existent, et maintenant, il faut aider à créer du lien entre ces deux choses pour que les institutions, pour que les institutions ne sont pas perçues comme lointaines, comme séparées un peu de la sphère citoyenne. Et qu'elles se mettent au service des Européens. Effectivement, et d'ailleurs c'est un petit peu aussi le rôle que vous vous êtes donné à la Fondation Hippocrène, Dorothée Merville. Est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord en un mot ce que fait votre fondation? Parce qu'on parle justement un petit peu de ce lien qui peut-être à créer entre l'Europe vue un peu comme institutionnelle et puis les citoyens et les jeunes en particulier. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. La Fondation Hippocrène, qui fête d'ailleurs ses 30 ans aujourd'hui, merci pour ce beau cadeau d'anniversaire de nous donner la parole, aux jeunes Européens. Ah bah voilà, on a un petit problème de visio. Je pense qu'on va bientôt pouvoir réparer ça. Je crois que ça revient. Dorothée Merville, oui, allez-y, je vous en prie. Donc, on se dit qu'avant d'intéresser les jeunes aux institutions européennes, à leur fonctionnement, on se situe un petit peu en amont en leur donnant le goût de l'Europe. Cette idée, c'est qu'ils se rendent compte de toutes les opportunités que l'Europe, l'Union européenne peut leur donner, parce qu'au-delà des institutions, c'est un cadre d'action particulièrement porteur pour toutes les initiatives et les thèmes d'engagement de l'Europe. On peut citer évidemment le climat, l'égalité des chances. Et nous, en fait, ce qu'on favorise, c'est le soutien à des associations qui organisent des projets dans lesquels des jeunes de plusieurs pays d'Europe peuvent se rencontrer et avoir des objectifs communs. Et c'est quelque chose, on se rend compte, qui marche très très bien dans la pratique, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont fait un projet en commun, on appelle ça, nous, à la Fondation Hippocrène, le petit miracle européen qui se produit. Et derrière, enfin, ils ne se posent plus de question de savoir s'ils sont européens. Et du coup, ça leur donne cette première étape qui fait qu'ils vont ensuite s'intéresser éventuellement à tout ce qui est institutionnel et qu'ils vont se sentir citoyens européens. Restez avec nous, Dorothée Merville, mais justement, puisque nous sommes avec Valentine. Valentine, vous êtes lauréate du prix Hippocrène 2022. Est-ce que vous pouvez nous raconter exactement comment ça s'est passé, quel a été ce projet qui a donc été récompensé par la Fondation Hippocrène? Alors, tout a commencé par le biais donc, de ma prof d'anglais, Madame Lemelon, qui avait une classe de 6e au Collège Saint-Jude d'Armentières. Et elle avait pour projet donc, de créer en fait, un projet d'une ville qui serait intelligente et qui répondrait donc aux enjeux actuels afin de créer une ville future idéale. Et donc, elle nous avait en parallèle... actuels, c'est par exemple l'écologie, exactement, ouais. Le développement urbain. Et donc, du coup, de lier toutes ces problématiques et d'en trouver des solutions. Une ville qui, par exemple, pourrait accueillir un grand nombre de personnes.
Et en parallèle, elle avait donc ma classe, aux classes préparatoires HUI, la salle. Et donc tous ensemble, on a donc monté ce projet et cette maquette avec aussi la coopération de 8 écoles donc européennes. Il y avait notamment donc l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Croatie et la Turquie. Et donc 200 élèves en tout. Ah, la Turquie à l'intérieur. Oui. Oui, vous avez intégré la Turquie à l'Europe. Pardon, c'est pas... Non, mais pas du tout. Enfin, allez-y, je vous en prie, continuez. C'était pour la blague, mais... Ok. Et donc, du coup, avec ces 200 élèves, on a pu partager donc, des idées communes. On s'est rendu compte, et les élèves se sont rendus compte assez rapidement, que même assez éloignés, on avait quand même les mêmes enjeux et les mêmes problématiques. Et donc, ensemble, on a pu réfléchir à des solutions et c'était vraiment très sympa. Ah oui, vous avez trouvé beaucoup de points communs avec des jeunes qui viennent de toute l'Europe, qui viennent de l'étranger. En fait, il y a un terreau commun. Donc, qui s'appelle Let's Build the 2050 Utopian Smart City. Et donc, j'ai un bon accent. Non, c'est parfait. D'où l'importance de parler en anglais. Exactement. Et donc oui, c'est ça. L'objectif, c'était de prendre une ville qui pourrait être européenne et donc correspondre à chaque pays européen pour répondre aux enjeux climatiques notamment. Dorothée Merville, qu'est-ce qui vous a conquise dans ce projet? Qu'est-ce qui a fait que vous lui avez décerné un prix? C'est vrai que c'est un projet très emblématique des projets qui sont récompensés parce que c'est à la fois des thématiques très pratiques et dans lesquelles les jeunes se reconnaissent et ils sont motivés de travailler sur ces sujets environnementaux, motivés de travailler sur leur ville de demain, puisqu'on imagine bien toutes les difficultés qu'elle peut poser à l'avenir en termes de circulation, d'énergie, d'environnement. Et le fait de partager ces idées avec des jeunes de 8 autres pays, c'est ça toute la richesse de ce type de projets qui sont à la fois simples et ambitieux. Donc d'un point de vue pédagogique, ça marche très bien parce que, encore une fois, les jeunes sont motivés et puis que d'un seul coup, ils comprennent que c'est finalement facile de faire un projet avec des jeunes d'autres pays européens. Et ça va les marquer pour l'avenir. Ils vont savoir que c'est finalement en coopérant avec d'autres qui sont à la fois pareils et différents qu'ils iront plus loin. Est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, ce constat d'un rapport à l'Europe qui n'est pas le même selon que vous êtes jeune et que vous avez la possibilité d'accéder, par exemple, à toutes les mobilités dont on a pu parler à travers Erasmus, etc., ou qu'au contraire, elle peut vous paraître plus lointaine, plus technocratique? Et on l'a vu, même si ça s'ouvre, ces programmes, ça peut aussi être une affaire de moyens, de facilités sociales, etc. Alors c'est certain je dirais qu'on ne se découvre pas européen complètement par hasard. Il y en a qui vont avoir la chance de l'avoir dans leur histoire familiale. Moi, c'est mon cas. La Fondation Hippocrène, c'est une fondation familiale. Mon grand-père a été premier directeur financier de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc du coup, on nous a transmis ce virus européen. On parle beaucoup dans les livres d'histoire, ouais. En fait, j'ai envie de dire, et c'est le prix Hippocrène en est une belle illustration, que finalement, il suffit de croiser sur son chemin un professeur motivé et convaincu, engagé par l'Europe, et de faire un projet qui va nous mettre en lien avec des jeunes d'autres pays d'Europe. On a dans le prix Hippocrène des jeunes qui sont très éloignés des villes, très éloignés de l'Europe a priori, mais grâce à un professeur qui va les engager dans un projet européen, en fait, ça va complètement rétablir leur proximité à l'Europe. Donc en fait, il y a vraiment pas de fatalité, même si, comme pour tout, forcément, en fonction de son histoire et de sa situation, c'est plus ou moins facile au départ. Merci beaucoup Dorothée Merville d'être intervenue dans notre émission et d'avoir parlé du prix de la Fondation Hippocrène, un prix auquel vous êtes également associé, Christophe Préau. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Justement, ces projets quand même qui peuvent se monter, rendre l'Europe plus concrète, notamment auprès des plus jeunes, parce que là vraiment on parle aussi d'élèves de 6e du collège. On l'a bien vu avec l'exemple que vient nous proposer Valentine, tout l'intérêt du prix de la Fondation Hippocrène, de ce qu'elle fait, mais de pouvoir confronter justement les cultures et de bâtir des projets ensemble et de se dire,
avec des Turcs, des Croates. Alors, la Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne, c'est ce que vous vouliez dire, mais une partie sur le continent, ou des Croates ou d'autres, et on se dit, bah oui, on a les mêmes problématiques, on a les mêmes interrogations. Donc tout ça participe à créer du lien et peut-être à développer une culture européenne et aussi une identité européenne. Et ce que je voulais dire, parce qu'on est dans une émission dédiée aux jeunes, me semble-t-il aussi, à travers l'Europe, je pense que la question environnementale, alors même si ça ne touche pas toutes les couches sociales, la question environnementale est aussi un sujet sur lequel l'Union européenne doit capitaliser et capitalise pour les jeunes, parce que c'est vraiment une préoccupation. Ils ont, je pense, nous aussi, mais le souci de savoir quelle planète on va laisser. C'est un enjeu du présent et de l'avenir. Et de l'avenir. Donc, il y a des projets, des programmes européens à travers le Green Deal ou le Pacte vert qui font qu'effectivement l'Union européenne est moteur sur ce sujet-là. Et je pense que les jeunes aussi l'ont bien compris. Toutes les études d'opinion le montrent aussi. L'échelon européen est celui qui est le plus adapté pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a plein de lois et de règles ou de directives européennes. Par exemple, ne plus utiliser le plastique à usage unique. Je pense que vous avez vu, depuis juillet 2021, on n'a plus de paille en plastique, on n'a plus de couverts en plastique. Tout ça, c'est une impulsion européenne et ça peut paraître peut-être futile au regard de notre émission aujourd'hui, mais ce sont des sujets très ça fait partie des politiques environnementales. Oui, c'est aussi ça qui est important peut-être de bien comprendre comment s'articule l'échelon européen et l'échelon français en termes de droits, mais de façon concrète. Vincent Couronne, là vous parlez typiquement des objectifs européens de baisse des émissions de gaz à effet de serre ou encore effectivement du plastique à usage unique qui est prohibé. Qui est destructeur pour les océans, c'est ce qu'on trouve le plus, me semble-t-il. Et qui a donné lieu à une loi qui a effectivement transposé cette directive. Qu'est-ce que ça... c'est important qu'on comprenne aussi ça, Vincent Couronne. C'est d'autant plus important que c'est aujourd'hui, et pour étudier les questions européennes, le cœur du pouvoir politique aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe à dire que tous les lobbies vont à Bruxelles et qu'ils s'intéressent, que c'est là qu'est le pouvoir, etc. Et est-ce que finalement, nous-mêmes, citoyens, médias, etc., on n'aille pas voir et contrôler ce qui s'y passe et qu'on ne reste que devant la porte de l'Élysée ou de l'Assemblée. Enfin, et c'est tout un paradoxe, alors qu'en réalité, la réalité du pouvoir, elle est là-bas. Et elle se construit sur des temps longs. Les questions climatiques, industrielles, sur le commerce international, c'est des questions sur le temps long. Et donc, il faut arriver à recréer du récit, à repenser la façon dont on parle de l'Europe aussi dans les médias, à l'école, etc., pour pouvoir intégrer cette dimension-là, et qui est une dimension dans laquelle on va aller de plus en plus. Non pas forcément qu'il y aura de plus en plus de construction européenne, ça on laisse chacun libre de savoir si on veut ou pas plus d'intégration européenne, mais de fait, les crises mondiales vont se multiplier. Et donc, forcément, ça appelle des réponses de plus en plus structurées sur le long terme. Et donc, peut-être plus d'Europe aussi. Donc, il va falloir s'y habituer. Mais je voudrais juste faire mon juriste de service. Allez-y, je vous en prie. Vous invitez pour ça. Dorothée Merville et Valentine, vous parliez des points communs et de l'identité, sentiment des ressemblances qu'on peut avoir quand on rencontre d'autres Européens. Le 16 février dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu 2 décisions absolument capitales qu'elle a rendues en assemblée plénière. Ça veut dire c'est tous les juges de la Cour de justice de l'Union européenne. Ces décisions-là, depuis 1954, elles se comptent sur les doigts des 2 mains. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc décision d'une importance particulière dans laquelle elle a dit que les valeurs européennes, notamment l'égalité femmes-hommes, la démocratie, font partie, elle dit, je la cite, de l'identité même de l'Union européenne. Et donc ça, et pour la première fois, elle l'a dit ça. Et c'est pas pour rien, il me semble, qu'elle dise ceci en 2022, avec justement ces crises qu'on traverse et le fait qu'on se rende compte, après le Brexit, après les menaces de Vladimir Poutine, etc., qu'effectivement, on a parfois plus qui nous rapproche que ce qui nous sépare. Oui, ça c'est important, Fleur, effectivement, qu'on voit ce qui nous rapproche. Mais c'est par exemple ce dont vous parlez, j'ai l'impression qu'on en a quand même peu parlé. Vous dites, voilà, il y a peut-être eu 10 décisions comme ça depuis le début de l'existence de l'Union européenne, mais... On nous parle d'identité nationale en longueur de journée. Là, ici, c'est l'émergence, la première fois qu'on pose le concept d'identité, juridiquement en tout cas, d'identité européenne. La première fois. Et effectivement, on n'en parle pas. Mais alors, vous aviez raison, peut-être qu'on parle beaucoup d'Europe maintenant, mais quand même, 2019, année d'élections européennes, 3% d'Union européenne dans les JT et dans les flash infos à la radio. C'est pas beaucoup. Et je pense qu'on peut en parler beaucoup plus. Vous êtes d'accord avec ça, oui, Fleur? Oui, absolument. J'aimerais rajouter quelque chose. C'est que, en fait, on parle beaucoup de l'Europe et de la Commission européenne
pour parler d'identité. Et c'est clair que c'est le rôle de l'Europe aussi de travailler à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que ça pose la Commission européenne dans une position, vous voyez, je ne sais pas, d'une ambassade ou qui n'est en fait pas un pouvoir exécutif effectif. Et je pense qu'on ne peut pas résumer l'Europe à un soft power, en fait, qui est celui de la culture, des droits hommes-femmes, etc. Et l'impression que c'est comme ça qu'on la voit aujourd'hui. À l'international, du moins, je crois que oui, il me semble. Et le problème, c'est qu'on n'est pas juste ça. L'Europe, ce n'est pas juste une identité. En fait, c'est un corps politique véritable. C'est ce que vous disiez, c'est là que se joue peut-être ce qui est le plus majeur au niveau notamment de la fabrication des lois. Enfin, voilà, c'est le haut de la pyramide, c'est évidemment essentiel. Aujourd'hui, ici, l'idée d'Europe souveraine, qui est à la fois portée par Emmanuel Macron, mais aussi par beaucoup de dirigeants européens, justement, la capacité à pouvoir bien agir et s'imposer face aux autres grandes puissances que sont aussi les États-Unis et la Chine, l'Inde peut-être demain, et on le voit aujourd'hui, et la Russie avec les questions énergétiques, de l'Europe souveraine d'un point de vue commercial et peut-être d'un point de vue aussi politique, et une Europe un peu plus géopolitique. Mais on parle du succès de l'Europe. Et effectivement, il y a plein de belles choses. Mais il n'empêche que le Congrès de La Haye de 1948 est un échec. Pas un échec au niveau non pas de l'idée européenne, mais un échec de l'union politique. Et donc, vous avez l'impression qu'on n'a pas suffisamment bougé depuis cette époque-là? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je ne fais pas de reproches. Je pense que c'est un processus extrêmement long. Simplement, donc oui, il faut célébrer l'identité qu'on a réussi à poser, mais ce n'est que le début. Valentine, pour conclure, un tout petit tour de table sur qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme mesure, rapidement, pour que les jeunes puissent s'approprier mieux l'Europe, pour faire progresser l'Europe, selon vous, aujourd'hui? Je pense que du coup, il faudrait instaurer, dès le plus jeune âge, une Europe concrète, donc une Europe avec des projets communs, donc que ce soit des projets sportifs, des projets comme j'ai eu la chance de faire avec l'école de la classe 6e. Et je pense que ça les aiderait beaucoup à se sentir européens. Fleur, rapidement aussi, en quelques mots. Oui, moi je pense que pour beaucoup, le Brexit et puis ensuite l'Ukraine a vraiment été un électrochoc. Et en fait, je pense qu'il faut achever l'union. Il faut achever l'union. Dans le bon sens, là. Il ne faut pas la tuer, mais il faut la parachever. Voilà. Christophe Réau. Un petit mot. Je voudrais dire, puisqu'on parlait de mobilité tout à l'heure, je pense que ça serait super intéressant qu'on impose la mobilité pour tous les élèves et étudiants obligatoires dans la scolarité. Deuxième chose, il faudrait vraiment que dans le vote, on puisse avoir la vraie interprétation de ce qu'est la démocratie européenne et que les députés européens puissent avoir plus de poids aussi quand même dans le processus décisionnel. Et troisièmement, j'aimerais que nous, chez nous, dans les médias, parce que je suis journaliste, on arrête de dire Bruxelles a dit que, Bruxelles a décidé que, parce que c'est pas vrai. Ce sont toujours les 27 États membres qui décident, et pas Bruxelles. Et les politiques aussi, qui arrêtent de dire Bruxelles a dit que. Très rapidement, Vincent Couronne. Je dirais les jumelages. Les jumelages, parce que beaucoup de jeunes, on leur propose Erasmus. Effectivement, on essaie d'aller chercher ceux qui sont le plus éloignés de la mobilité. Mais le jumelage, l'avantage, c'est un programme européen. Et si on le finance suffisamment, c'est aussi l'Europe qui vient dans leur village, dans leur ville, etc. Et dans les coins, les territoires les plus ruraux. Et c'est ça, à mon avis, qui serait une bonne idée. Et avant de conclure cette émission, je voudrais qu'on accueille sur le plateau ces élèves dont on a parlé, ces élèves de 6e. Bonjour à tous. De l'Institut Saint-Jude à Armentières. C'est à côté de Lille, Armentières, ces jeunes que vous avez accompagnés, Valentine, avec également les élèves de votre classe prépa. Je trouve ça super touchant, super contente d'avoir tous ces jeunes sur ce plateau. Et donc pour concevoir, vous le disiez, ce projet de ville intelligente européenne du futur et qui a donc été récompensé par le prix Hippocrène, dont la Fondation fête donc aujourd'hui ses 30 ans. Voilà, très bon anniversaire à la Fondation Hippocrène. Merci à tous les 4 vraiment d'avoir participé à ce plateau. Merci à tous les enfants et bravo pour ce super projet qui a été déjà récompensé par la Fondation Hippocrène. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro donc de 20 ans en 2022. Voilà, avec tous ces jeunes, cette belle image quand même un petit peu pour parler de l'Europe et de l'avenir de l'Europe. J'espère que vous vous sentez tous européens.